Ciao bambini. Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494 ? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, il avait l'air d'un souverain plus que tout autre prince. Pour avoir de l'argent, il faut plus de territoire. L'Empire se déchire entre deux prétendants, c'est le moment de frapper. Il est décapité à Naples après un jugement sommaire. Il fait de Naples sa grande capitale. C'en est fini de la mainmise de l'Anjou sur la Sicile. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 1, mais pourquoi l'Italie ? Tiens, mais c'est vrai ça d'ailleurs, pourquoi l'Italie ? Qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas alors même que la France n'avait pas encore ses frontières actuelles et que les grands princes de sang royal se la jouaient encore solo ? Eh bien, pour comprendre, il faut que je vous parle d'un homme, Charles Ier d'Anjou. Un sympathique personnage dont voici la description par Giovanni Villani, un siècle environ après les événements. Parlant peu mais agissant beaucoup, riant à peine, honnête comme un moine catholique, dur en justice, de regard sévère, grand et musclé, de teint olivâtre, avec un long nez, il avait l'air d'un souverain plus que tout autre prince. Il veillait beaucoup et avait l'habitude de dire que le sommeil était du temps perdu. Généreux avec ses soldats, il était avide d'acquérir terre, seigneurie ou argent, d'où qu'il lui vint, pour pourvoir à ses entreprises et à ses guerres. Les ménestrels ne lui plurent jamais. C'était donc pas vraiment un rigolo, mais il était tout de même aimé de ses hommes, comme le raconte Adam de la Halle. Mais si vous savez, le ménestrel au début de Robin des Bois. Par jour et par nuit, par vent et par orage, il allait de marche en marche accroître son bornage, et chacun le suivait comme panthère sauvage. Bon, je sais pas trop ce que vient faire la panthère là-dedans, mais vous commencez à cerner le personnage. Charles d'Anjou, c'est un grand prince, c'est le frère du roi de France Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis. En tant que frère du roi, il a droit à des territoires qu'on appelle un apanage, histoire de l'occuper un peu. Mais ça ne suffit pas puisque Charles, il aime l'aventure, et qu'il est prêt à tout pour accroître son territoire. Vous connaissez l'histoire, pour agrandir ses territoires, il faut des soldats ou de l'argent, souvent les deux, et pour avoir plus d'argent, il faut plus de territoire. Déjà en 1245, il réalise un beau coup, en épousant Béatrice, la jolie fille du comte de Provence. Bon, c'était la sœur de la reine, donc il a fallu obtenir une dispense du pape, mais peu importe. Grâce à ce mariage, Charles met la main sur un grand comté, idéalement placé pour se lancer à la conquête d'un royaume méditerranéen. Et justement, ça tombe bien, il existe un royaume qui est mûr pour la conquête. Mais d'abord, un petit retour en arrière pour bien comprendre. En 1086, les Normands ont mis la main sur la Sicile et le sud de l'Italie qu'ils ont piqué aux Byzantins. Enfin les Normands, pas exactement. C'est plutôt un chef de guerre qui se nomme Tancrède de Hauteville qui réalise l'opération pour son propre compte. Et en 1194, coup de théâtre. Avec la mort du dernier roi normand, c'est l'empereur allemand qui reprend les rênes du royaume grâce à son mariage habile avec l'héritière du grand roi normand Roger II. Bon, on pourrait se dire ok, très bien, et alors ? Mais en fait, cette succession fait tout basculer. L'empereur y règne sur une coalition de territoires allemands, mais aussi sur le nord de l'Italie où les villes marchandes passent leur temps à se révolter. Il est en lutte ouverte contre la papauté qui cherche à protéger Rome de l'appétit de l'empereur en créant autour d'elle petit à petit un territoire en plein cœur de l'Italie, c'est ce qu'on appelle les États pontificaux. En gros, c'est une lutte pour l'hégémonie sur la péninsule entre d'un côté l'empereur et de l'autre le pape. Donc vous imaginez bien que les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux.
Le torchon brûle notamment entre Frédéric II et le pape Grégoire IX, qui dit de lui qu'il est une bête féroce sortie de la mer, qui n'ouvrait la gueule que pour blasphémer le Seigneur. Donc oui, pas la grosse ambiance. Ce bon Frédéric II finit par mourir en 1250, mais ce joyeux luron laisse quand même à la fois un fils légitime, Conrad, et un bâtard, Manfred. C'est quoi ton petit nom? Manfred. Chacun des deux a de bons arguments, mais Manfred est particulièrement bien implanté en Italie, puisqu'il a géré la Calabre et la Sicile pour le compte de son père quand celui-ci était à Jérusalem. Et retour à Charles d'Anjou. Tiens, mais d'ailleurs c'est marrant, est-ce qu'il n'aurait pas obtenu une dispense du pape pour se marier en 1254? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Eh bah oui, vous avez bien compris. Pour le pape, Charles d'Anjou, c'est le champion parfait. Avide, malin, prêt à tout pour conquérir de nouvelles terres, il ferait le bras armé idéal pour arracher la Sicile et la Calabre à l'Empire. Et justement, en 1263, Louis IX accepte l'offre du pape au nom de son frère. La croisade est lancée. La croisade commence avec tambour et trompette. Charles rassemble à peu près 20 000 hommes, payés par une dîme spéciale levée en France, et 200 000 livres empruntés sur le marché italien. Il faut dire que Charles part quand même avec le soutien du roi de France et celui du nouveau pape, Clément IV. Donc forcément, ça donne des ailes. D'ailleurs, la conquête se passe plutôt bien. Charles descend jusqu'à Rome sans trop de résistance et rencontre l'armée allemande sous les murs de Bénévent au sud de Naples. Nous sommes le 26 février 1266 et il y a déjà des citrons et des oranges dans les branches des arbres de Campanie. L'affrontement tourne mal pour Manfred qui voit la défaite se profiler devant lui. Il arrache alors son aume et crie qu'il préfère mourir sur ce champ de bataille que de pourrir dans une geôle. Heureusement pour lui, son vœu est rapidement exaucé puisqu'il est massacré par les troupes angevines. Et là on pourrait se dire « Chouette, l'Italie du Sud est enfin libérée des méchants Allemands ». Sauf que non, bien au contraire. Pour la Campanie et la Sicile, ça n'est que le début d'une longue période de troubles. Déjà, les troupes angevines arrivent dans un pays nouveau, que le pape leur a donné à condition de le conquérir. Autant dire qu'ils ne font pas les délicats, et notre bon Charles d'Anjou ne fait rien pour restaurer l'ordre. Il se fait même sévèrement tancer par le pape, qui lui dit dans une lettre « Je ne sais pourquoi je t'écris comme un roi, puisque tu ne prends aucun soin dans ton royaume, qui se trouve aujourd'hui sans chef et ravagé par les Sarrasins et de perfides ennemis. » Bon, faut dire que Charles, il a tout de même fait quelques bourdes. Par exemple, il a oublié de rembourser Henri de Castille, un chef de bande qui se rappelle gentiment à son bon souvenir. Dépité d'avoir perdu son argent, Henri de Castille s'allie à l'empereur pour commander une contre-offensive. Bon, manque de bol pour lui, c'est une déroute complète. Les Allemands sont massacrés à la bataille de Tagliacozzo le 23 août 1268. Et là, Charles, il ne fait pas dans la dentelle. Les Italiens qui avaient pris fait et cause pour les Allemands sont brûlés dans des cages de bois après leur avoir fait couper les pieds. Le fils de l'empereur, Conradin, est décapité à Naples après un jugement sommaire. Et un autre leader, Conrad Capecce, a les yeux arrachés avant d'être pendu. Bref, Charles d'Anjou est colère. Maintenant qu'il a conquis son royaume, Charles y établit une administration bien comme il faut, sur le modèle qu'il connaît, c'est-à-dire celui du royaume de France. Il fait venir des juristes pour gérer le royaume, mais il garde l'administration fiscale du coin, qui est aux mains des grands banquiers d'Amalfi. Et surtout, il fait de Naples sa grande capitale. Et là, il y avait du boulot.
L'ancienne forteresse était quasiment effondrée et la ville était divisée en de nombreux quartiers, chacun gouverné par les nobles du coin. Charles met un peu d'ordre dans tout ça. Les quartiers sont rassemblés en 6 zones, avec à leur tête une famille noble qui doit se charger de la propreté, de la sécurité et du ravitaillement. La propreté, justement, c'était pas vraiment la priorité jusqu'ici, mais Charles y met bon ordre. Il fait restaurer l'ancien aqueduc, creuse des canaux souterrains pour évacuer les ordures et installe des fontaines aux 4 coins de la ville. Il entreprend également la construction d'un bon gros château, une forteresse intimidante au bord de la mer, baptisée Castel Nuovo, mais que les Napolitains appellent plutôt le Maccio Angiono, le donjon angevin. Il existe toujours d'ailleurs, et vous verrez en allant voir les photos qu'il est plutôt impressionnant avec ses grandes tours noires. Mais bon, vous commencez à connaître Charles. L'Italie c'est bien, mais ça n'est pas assez. Il cherche encore à élargir son horizon. On le voit ainsi mener une expédition en Grèce, qu'on appelle à l'époque la Morée, pour défendre le royaume latin du coin contre les Byzantins. En 1270, il arrive à Tunis pour prêter main forte à Louis IX pour la croisade. Manque de bol, il arrive quelques jours après la mort de son frère, ça c'est ballot. Vite fait bien fait, il négocie avec le roi musulman, qu'on appelle le bey de Tunis, une coquette somme d'argent pour rembourser l'expédition ainsi que le libre droit d'établissement pour les marchands latins. Cependant, à force de courir dans tous les sens, Charles n'arrive plus à gérer tous ces territoires. La révolte gronde en Sicile où la population vit mal la mainmise des barons angevins, et la rétrogradation de Palerme au rang de ville de province depuis que la capitale a été transférée à Naples. Et là, c'est l'Aragon qui en profite. Ce grand royaume espagnol, avec pour capitale la puissante cité marchande de Barcelone, cherche à accroître son influence en Méditerranée. Barcelone devient alors le lieu de prédilection pour tous les opposants à Charles d'Anjou et tous les complots s'y trament. Dans la nuit de Pâques 1282, la révolte finit par éclater. C'est ce qu'on appelle les vêpres siciliennes. Soulevée par les nobles siciliens et les aragonais, la population de Palerme marque d'une croix les maisons des Angevins et les égorge dans leur sommeil. C'en est fini de la mainmise de l'Anjou sur la Sicile. L'île bascule dans l'escarcelle aragonaise, mais la maison d'Anjou ne la reconnaîtra qu'en 1373 lors de la paix d'Aversa. Voilà, maintenant vous savez comment les Français, au travers de la maison d'Anjou, se sont installés en Italie du Sud. Mais ce n'est que le début d'une longue histoire pour arriver aux guerres de la Renaissance. Rendez-vous dans le prochain épisode, dans lequel on parlera des misères de l'Italie au XIVe siècle, ou comment les différentes familles s'épuisent à garder la main sur un territoire disputé de toutes parts. À la prochaine!